Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Mais c'est bien de sorties cinéma dont nous allons parler aujourd'hui puisque nous allons parler du premier film que j'ai vu cette année, mon premier film de 2023. Et c'est d'ailleurs ma première vidéo avis de l'année 2023. On a commencé l'année avec le flop 10 de 2022, le top 10 arrive ce mercredi, mais là c'est mon tout premier avis film de 2023, ça fait plaisir. Et nous commençons avec du film d'horreur. Comme vous le savez, j'adore les films d'horreur, j'essaye de ne rater aucune sortie de film d'horreur au cinéma, donc je ne pouvais pas passer à côté de ce Megan, qui fait beaucoup parler de lui, et ce depuis plusieurs mois, parce qu'il y a eu une communication quand même, je vais pas dire agressive, mais très présente, notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok autour de ce film, donc il est temps qu'on en parle. Je vous laisse avec le générique et nous on se retrouve juste après. Alors, Megan est un film de 2022 en fait, puisqu'il est sorti le 28 décembre 2022 dans nos salles. Il dure 1h42 et c'est un film annoncé comme un film de type horreur science-fiction. Personnellement, je dirais thriller technologique. Voilà, je classifierais plutôt dans cette catégorie, effectivement, il y a un côté épouvante horreur, mais pour moi, il relève surtout du thriller. À la réalisation, nous avons Gerard Johnstone. Alors Gerard Johnstone, il a déjà travaillé sur du film d'horreur, il avait fait un film d'horreur comédie qui était un film plutôt indépendant, qui a pas fait forcément beaucoup parler de lui, mais qui est plutôt sympathique. C'est le film Housebound qui était sorti en 2014. Honnêtement, il m'a pas tant marqué que ça, c'est-à-dire que le film est revenu quand j'ai vu l'affiche, mais c'est pas non plus un incontournable. Mais je l'avais trouvé plutôt sympathique, c'est un huis clos dans une famille très malsaine, avec une fille qui pense que sa mère imagine des choses, et la mère, elle est persuadée qu'il y a des esprits dans la maison, on est sur de la peluche possédée, etc. Enfin, il y a un côté extrêmement décalé, plutôt drôle que j'ai trouvé dans le film, même si honnêtement les blagues sont pas toujours abouties et j'ai pas non plus ri à gorge déployée pendant tout le film, mais c'est plutôt un bon souvenir. Et au-delà de ce film, Gerard Johnstone, il est également acteur et scénariste et il vient de Nouvelle-Zélande. Pour une fois, je vais revenir sur le producteur du film parce que c'est quand même assez important pour ce film Megan. À la production derrière ce film, nous avons James Wan, qui est un incontournable de l'horreur des années 2000-2010. C'est le papa de la saga Conjuring et du Conjuring Universe, puisqu'il y a plein de dérivés, Annabelle, etc. James Wan, c'est quelqu'un qui a vraiment plusieurs cordes à son arc. Il est souvent scénariste, il est d'ailleurs co-scénariste sur ce film Megan. Il est réalisateur. On a d'ailleurs parlé de lui sur la chaîne il y a de cela un petit moment, puisque c'était déjà en 2021 pour son dernier film Malignant, qui ne m'avait pas du tout convaincu, et il est donc également producteur. Il a déclaré pour le film Megan, avant même sa sortie d'ailleurs, qu'il espérait pouvoir en faire des histoires dans le même univers. Il a dit que comme chaque fois qu'il crée un film, il s'imagine des dérivés, je le cite, tirer parti d'un monde plus vaste et raconter d'autres histoires. Donc on sent vraiment qu'il est assez investi dans cette histoire, qu'il a coécrit avec Akela Cooper, avec qui il avait déjà écrit le scénario de Malignant en 2021. Donc on a une équipe qui est plutôt intéressante, avec un très jeune réalisateur qui a produit qu'un seul film pour le moment, mais son film était plutôt intéressant, avec une branche comédie, etc. On a un grand nom de l'horreur actuel qui est James Wan, qui parie déjà sur une réussite du film et potentiellement sur d'autres histoires. Et on retrouve également la même équipe de scénaristes derrière ce film que l'équipe de scénaristes derrière Malignant, que personnellement j'avais déjà trouvé pas complètement abouti. Donc même si c'est pas sur les mêmes thématiques, on peut dès à présent se demander si on ne va pas retrouver les mêmes problématiques que sur le film Malignant 2021. Concernant le casting du film, le casting est majoritairement féminin et on est majoritairement sur des actrices qui se sont déjà fait connaître dans le domaine de l'horreur. On commence avec Alison Wilson qui s'est fait remarquer dans le film Get Out de Jordan Peele, où elle incarnait déjà une jeune femme qui s'appelait Rose. Elle a également joué dans le film Horizon Line qui se passe dans un avion et qui est autour d'un thriller au sein d'un avion qui est disponible actuellement sur Prime Video, et également dans le film d'horreur de 2018 The Perfection qui est lui disponible sur Netflix. On retrouve également une très jeune actrice qui est Violette McGraw, mais qui a déjà une belle filmographie à son actif puisqu'on l'a notamment vue dans la série d'horreur The Haunting, puisqu'elle était dans la saison 2 The Haunting of Bly Manor sur Netflix. En 2019, elle était dans le film Doctor Sleep qui fait un petit peu la suite de Shining. J'en profite pour vous dire que si vous voulez découvrir Doctor Sleep, que moi personnellement j'ai plutôt apprécié, il est disponible depuis peu sur Netflix. Et l'année dernière, en 2021, elle était dans le film La Séparation, que personnellement je n'ai pas vu, mais qui est également un film d'horreur.
Pour compléter le tableau, derrière le personnage central de Megan dans le film, nous avons 3 actrices. Tout d'abord, Amy Donald, qui est une jeune actrice de 12 ans qui, elle, va plutôt faire la gestuelle du personnage de Megan ainsi que les plans quand elle interagit avec d'autres personnes en plan large. Jenna Davis, que vous avez pu voir dans la série Raven de 2017 notamment, qui, elle, fait la voix et surtout les parties chantées, car oui, il y a des parties chantées, mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler. Et également Kimberly Crossman, alors là c'est un peu moins clair, j'ai trouvé moins d'informations concernant son rôle, mais elle a une spécialité autour de la danse, donc c'est peut-être elle qui a fait certains mouvements, en particulier les mouvements plutôt robotiques du personnage de Megan. Attention, là ce ne sont que mes hypothèses. Au-delà de ces 3 personnages centraux, on a un ensemble de personnages qui sont très secondaires, qui gravitent autour d'elle, mais je vais pas revenir dessus parce que vous allez le voir, vraiment, au-delà du personnage de Rose, de la jeune fille, ainsi que de Megan, les autres acteurs ne trouvent pas vraiment de place dans le scénario et ne sont pas vraiment au cœur du récit. Du coup, notre histoire va vraiment se concentrer autour de ce trio qui va former la base de tout ce que nous raconte le film. D'ailleurs, ce film, que nous raconte-t-il? Nous allons suivre Rose, qui est une ingénieure en robotique, en informatique, etc. Honnêtement, c'est pas très clair ce qu'elle fait. Pour le moment, elle travaille pour une entreprise de jouets. Elle est un petit peu surqualifiée, il lui faut inventer des espèces de Furby. Je sais pas si vous avez connu les Furby, mais ces espèces de créatures un peu ridicules, robotisées, qui font prout prout caca et qui font rire les enfants. Donc, elle épanouit pas vraiment tout son talent dans l'entreprise où elle était engagée, mais elle a un projet secret qui est un espèce de projet d'androïde super abouti qu'elle essaye bon an mal an de cacher à son patron. Mais tout ça va être complètement bouleversé par l'accident de sa sœur qui va laisser derrière elle une jeune fille de 8 ans, sa nièce, et Rose va se retrouver à devoir gérer cette nièce et à essayer de l'intégrer dans son quotidien, l'intégrer dans son mode de vie. Faut s'imaginer à sa place, un enfant qui débarque dans ta vie, faut lui trouver une chambre, et c'est alors qu'elle va avoir l'idée brillante de confier à sa nièce ce fameux robot supra élaboré sur lequel elle travaille, qui s'appelle Megan, et qui est conçu pour être un robot d'accompagnement et de jeu pour les enfants. Alors on parle vraiment d'enfants richissimes parce qu'on est quand même sur un robot humanoïde ultra perfectionné, etc. Megan, le robot, va alors intégrer leur toute petite famille qui est un petit peu bancale, qui est un petit peu en train de se recomposer, et on va alors suivre leur quotidien tout simplement d'interaction entre Rose, sa nièce et le robot. Alors avant de revenir plus spécifiquement sur le film, il y a 2 points que je voudrais mettre en valeur, parce que c'est des points déjà dont j'avais connaissance avant d'aller voir le film, c'est tout ce qui a été fait autour de la communication sur ce film Megan. Il y a 2 points qui je trouve sont assez perturbants et on va dire fonctionnent pas très bien entre eux et qui fait que je ne savais pas trop comment attendre en allant voir le film. Tout d'abord, le film est déconseillé aux moins de 13 ans aux États-Unis, il est ce qu'on appelle PEGI 13, donc il faut avoir une autorisation parentale pour voir le film. Tout attend donc à quelque chose de plutôt violent, plutôt perturbant pour des enfants plus jeunes que l'âge de 13 ans, et ça, en soi, pour un film d'horreur, c'est toujours encourageant, en tout cas de mon point de vue. Mais d'un autre côté, il y a une communication plutôt, je dirais, agressive du film, notamment sur la plateforme de réseau social qui est la plateforme TikTok, qui est pourtant une plateforme qui est à destination vraiment des jeunes, voire des très jeunes. Donc on a quelque chose d'assez déstabilisant entre d'un côté un film qui est déconseillé aux moins de 13 ans, qui annonce quelque chose d'un petit peu choquant ou d'un petit peu violent, et de l'autre communication qui s'est adressée principalement à un public très jeune, avec des danses, avec des chants, et en plus avec beaucoup de portions du film qui ont été dévoilées dans ces différentes images qui tournent depuis plusieurs mois maintenant. Personnellement, je savais pas trop sur quel pied danser par rapport à ça, parce que en soi qu'il y ait de la communication sur un film, c'est pas gênant, et pour un film d'horreur, c'est toujours important parce qu'il faut essayer de promettre aux gens qui vont se faire peur, et il faut en parler parce qu'en soi un film d'horreur il y en a à peu près un par mois, si les gens en ont pas entendu parler, c'est pas forcément les cinémas qui vont communiquer dessus, surtout s'il est interdit, enfin déconseillé aux moins de 13 ans. Je peux comprendre qu'il y ait une communication, mais c'est vrai que je trouvais le message assez confus à la base. Est-ce que j'allais voir un film qui allait s'annoncer un petit peu choquant, ou est-ce que j'allais voir un film qui allait s'annoncer un petit peu comédie pour les jeunes, un petit peu horreur accessible aux plus jeunes? Le message était pas très clair, et pour vous répondre d'avance, selon mon point de vue, honnêtement le film est accessible. De toute façon, personnellement, je conseille pas aux trop jeunes de regarder des films qui seraient des films d'horreur qui pourraient leur laisser des images qui les empêcheraient de dormir ou quoi, ça sert à rien, vous avez déjà beaucoup de choses à regarder hormis ça, mais honnêtement, j'ai pas trouvé le film ni choquant, ni violent, mais bon, on va en reparler. C'est parti pour la direction artistique. Alors le premier point, évidemment, c'est ce fameux robot Megan. Moi, je trouve que l'idée de base est plutôt intéressante. En soi, on fait une sorte d'alliance entre 2 principes qui peuvent être plutôt facilement effrayants. Le jouet pour enfants, qui est donc associé à l'innocence, au jeu, et donc avec un côté malsain quand on détourne la notion d'objet qui appartiendrait à l'enfance dans un côté horrifique.
et le robot, et notamment cette fameuse théorie de la vallée de l'étrange dont je vous avais parlé quand on a parlé de la série sur Prime Video The Peripheral. C'est une théorie qui est très connue, elle a été développée par un roboticien japonais qui s'appelle Masahiro Mori en 1970. Cette théorie démontre en fait que plus un robot nous ressemble, donc plus un robot est physiquement proche de nous, plus ses imperfections et ses défauts de comportement nous paraissent monstrueux et dérangeants. Et c'est là que je vais pointer un premier problème par rapport à Megan, qui fait que je n'ai pas trouvé qu'elle était particulièrement flippante. On dirait vraiment un robot. Il n'y a pas vraiment d'aspect où elle est proche de l'humain. Effectivement, elle a une apparence humanoïde, mais ils lui ont quand même fait tout un ensemble de traits qui font que notre cerveau arrive très bien à distinguer Megan du reste de l'humanité et qu'on dirait vraiment plutôt une grosse poupée qu'autre chose. En plus, ils ont insisté avec la perruque, les petits vêtements, etc. On dirait vraiment pas un vrai enfant, et donc on n'entre pas vraiment dans cette dimension vallée de l'étrange que moi personnellement j'attendais pour créer ce côté malaisant où t'es pas à l'aise quand tu regardes la bestiole. En plus, je pense qu'il faut le dire quand même, elle ressemble plus aux Minicums qu'à un être humain. Je sais pas si vous avez connu les Minicums, je sais pas si vous faites partie de cette génération, mais c'était une émission avec des marionnettes qui viennent du Québec, je crois, et les Minicums font pas peur. Ils sont grotesques et ridicules, mais ils font pas peur. L'autre problème, c'est qu'au final, cette apparence qu'ils ont donnée à Megan, c'est un mélange de choses qu'on connaît déjà. On dirait un énorme saladier, ça y est, je ressors le saladier. On dirait un énorme saladier dans lequel on aurait mis la fameuse Annabelle de James Wan, justement, puisque la première apparition d'Annabelle, c'est dans Conjuring, et puis ensuite elle va avoir ses propres films, mais tu mets Annabelle, tu mets Chucky, évidemment, hein, le film de 1988, qui lui fait quand même pas mal flipper. Tu saupoudres un petit peu de Terminator de James Cameron, tu rajoutes un peu de Ex Machina de Alex Garland, mais pas trop, parce que Ex Machina, c'est très intellectuel, c'est très épuré au niveau esthétique, un peu moins de ce côté-là. Et tu rajoutes le film Eva de 2011, alors le film était pas ouf, mais il y a le concept de robot enfant qui peut être un peu perturbant, et tu as notre Megan. Mais au final, Megan ne se détache pas et ne crée pas une identité si différente de ce qu'on connaît déjà. C'est vraiment une Annabelle un peu moins dark, mais version Terminator quoi. On dirait Terminator avec une perruque blonde et une peau. Je trouvais ça un peu dommage et honnêtement un peu décevant. Pendant tout le film, je m'attendais à ce qu'elle ait sa propre épice, vous voyez, sa propre saveur, et pas du tout. Donc de ce côté-là, j'étais déjà un peu déçue. On ajoute à ça une photographie qui est hyper classique. La photographie du film, il n'y a pas un plan que j'ai trouvé bien. Alors il y a quelques plans qui sont pensés, on va dire, notamment certains passages, on vous parlait autour de la publicité, etc. et de l'entreprise, mais sinon, globalement, que ce soit déjà les décors d'une manière générale, la maison de designer moderne, comme d'habitude, l'entreprise, c'est des bureaux, tu peux les mettre dans n'importe quelle série, ça aurait pu être les bureaux de la série She-Hulk ou de n'importe quelle série. Ce sont des lieux qui sont sans âme et sans réelle identité, qui sont complètement interchangeables, et ça c'est vraiment dommage. La scène dans la forêt, pareil, ça pourrait être dans n'importe quel autre film, et c'est décevant en fait de ce côté-là, parce que les plans sonnent plutôt creux, et au niveau visuel, c'est assez, on va dire, c'est sans saveur en fait, c'est fade. Je mettrais quand même un bon point pour le déco de l'espèce de chambre de démonstration où elle interagit avec la poupée devant d'autres gens de l'entreprise, où là on a quand même une volonté de faire quelque chose d'un petit peu surjoué, d'un petit peu sur bonbons colorés, etc. Mais c'est vraiment un tout petit effort au milieu d'une grande fadeur, ça manque clairement d'identité. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé intriguant, c'est surtout ça qui m'a posé question, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a quelques petites fulgurances, mais sur des trucs qui devraient être complètement secondaires. J'ai trouvé que tous les spots de publicité, que ce soit les spots de publicité en début de film pour les espèces de Furby flippants ou les spots de publicité par la suite qui sont dévoilés, c'est super précis, la communication visuelle de l'entreprise pour laquelle travaille Rose. C'est vraiment un caractère secondaire de l'histoire. Là, j'ai trouvé que c'était vachement recherché, intéressant, décalé, avec un petit humour mais pas trop exagéré. Enfin, j'ai trouvé que là, il y avait vraiment quelque chose un petit peu années 2000, mais avec quand même des consonances un peu old school, une espèce de petit côté méta sur la vente d'un produit, etc. Je trouvais ça intéressant, mais noyé dans tout le reste. Et puis surtout, comment ça se fait qu'ils se donnaient autant d'attention, autant de temps et autant de volonté de faire bien sur ce tout petit détail là, alors que tout le reste est plutôt fade et pas si développé que ça. Ça m'a posé des questions, mais voilà, c'est un bon point en soi, c'est quelque chose de positif, mais ça m'a intriguée. Autre truc que j'ai trouvé plutôt intéressant, plutôt intriguant, même si pas assez développé là encore, j'ai l'impression que tous les points positifs que je vais vous donner sont complètement anecdotiques dans le film, mais c'est un peu ça. Un autre truc qui est donc anecdotique mais plutôt intriguant et intéressant, c'est le malaise musical, parce qu'il y a une bande musicale d'accompagnement durant tout le film, et il y a 2-3 moments où Megan chante. Le robot chante, oui, et là il fait peur. Ces moments-là, c'était drôle. Déjà, j'ai trouvé ça drôle. Petit côté humour
humour noir, humour un peu malsain, vous voyez, et ça j'ai apprécié. C'est que 2 moments dans le film, et je trouve que pour le coup ils auraient dû l'intégrer à plein d'autres scènes et en faire un espèce de gimmick, et ça aurait pu être vraiment intéressant, et du coup apporter une vraie identité à la poupée. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est complètement anecdotique. J'ai trouvé ça hyper malaisant, mais c'est ça qu'on veut en fait. On veut être pas à l'aise. Ces moments-là, dans la salle, les gens ont ri, il y avait des rires nerveux, il y avait des rires de malaise, il y avait des rires parce qu'en fait, ça n'a rien à faire là. À un moment, elle fait un remake, une reprise d'une musique un peu connue, t'es en mode waouh. Et en fait, ça aussi, c'est un petit éclair de génie, je trouve, de petites lumières qui s'allument dans la nuit. À peine tu les as vues, elles s'éteignent et au final, elles reviennent pas. Enfin, là, ça revient 2 fois dans le film. Mais c'est quoi 2 fois dans un film de 1h40 ? C'est vraiment pas grand chose, mais là encore, ça réveillait mon intérêt. Et durant tout le long du film, il y avait ce côté-là où le rythme était un peu placide, etc. J'attendais que ça se passe. Je passais pas non plus un mauvais moment, mais bon, j'attendais que ça se passe. Et de temps à autre, il y avait ces petits pics. Le petit pic un petit peu dystopique, méta, critique de la société avec les aspects publicitaires, etc. Le petit pic malaise, un petit peu horrifique, genre t'es pas bien, tu trouves que la situation est pas correcte. Le petit moment dans la chambre où il y a des scènes vis-à-vis de la gamine, où tu sens vraiment que c'est malsain comme situation, avec presque un côté Black Mirror. Ce ne sont que des petits moments, et tout le reste du temps, je passais juste mon temps à me dire, mais qu'est-ce que je regarde ? Est-ce que c'est un film d'horreur ? C'est le point qu'il faut que je vous dise. Ça n'est pas un film d'horreur, je ne crois pas. Effectivement, il y a les codes il y a quelques moments qui sont angoissants, et on retrouve des codes qui sont récurrents en film d'horreur, mais le film ne fait pas peur. Les moments de malaise sont plutôt provoqués par le décalage de la situation, que par des vrais moments qui font peur. La violence est, somme toute, extrêmement sobre, on ne voit pas grand chose, il y a un peu 3 gouttes de sang, oh là là, mais sinon c'est principalement du suggéré, hormis pour une histoire d'oreille et l'effet spécial est assez immonde et fait très très peu réaliste. Aux dernières nouvelles, les oreilles humaines ne ressemblent pas à du chewing-gum, donc ça fait pas peur, c'est juste, waouh, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas vraiment de moments gore, il n'y a pas vraiment de moments violents, alors oui, c'est une poupée chelou, mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, et si vous voulez voir une poupée chelou qui fait peur, regardez Annabelle. Le premier film, hein, vous acharnez pas non plus sur les suivants, mais le premier, il y a un petit côté angoissant quand même, là pas du tout. Et je complète la liste au-delà des poupées que vous connaissez déjà, genre Chucky ou Annabelle. Si vous voulez voir un film avec des enfants qui font peur, il y a The Children. Si vous voulez voir un film avec un robot un petit peu malaisant, un robot enfant qui met mal à l'aise, il y a Eva. Mais tous ces films sont beaucoup mieux chacun dans leur domaine que celui-ci qui n'arrive pas à choisir. Le fait que le film soit pas vraiment tangible et que tu saches jamais sur quel pied danser, t'as pas vraiment de moment pour que l'ambiance se pose vraiment et elle fasse peur. D'autant plus que la plupart des moments flippants ont été dévoilés sur le web avant que le film soit sorti, donc ça gâche un petit peu le délire. Pareil, ils auraient pu axer le film sur un côté un petit peu dystopique, critique de la technologie, critique des usages de la technologie, à la Black Mirror comme je vous l'ai dit. Et moi honnêtement, ça aussi ça m'aurait plu. Et il y a 2-3 moments dans le film où on commence à partir de ce côté-là. De la même façon qu'il y a des moments où on pourrait aller s'orienter vers quelque chose d'angoissant, il y a des moments où on pourrait s'orienter vers quelque chose d'un petit peu dystopique, et c'est intéressant, et le message est intéressant. Pourquoi elle a créé cet objet, et quelles sont les fonctions exactes de Megan, et qu'est-ce que Megan apporte à l'enfant, je me suis dit, ah ouais, c'est digne d'un épisode de Black Mirror, et je mets Black Mirror en haute estime dans ma conception de la dystopie et dans ma conception de la vision de l'interaction entre l'humain et la technologie. Donc là je me dis, ah il y a une vraie idée, et ça retombe comme tout le reste. Pareil pour l'aspect comédie. Bon, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est pas vraiment un film dystopique, ça peut être une comédie horrifique. Tout à fait, et d'ailleurs avec ce côté un petit peu bizarre au niveau du malaise du chant, avec ces espèces de publicités à portée, humoristiques, un petit peu cyniques, on pourrait être dans une comédie horrifique. Mais là encore, c'est que par moment. Je suis complètement honnête avec vous, j'ai ri à plusieurs moments parce qu'il y a vraiment des situations qui étaient décalées qui m'ont fait rire. Donc en soi, le film est drôle. Le problème, c'est que ce n'est pas l'identité du film, le film n'a pas vraiment d'identité précise. Il passe d'une sorte de thématique à l'autre, d'une ambiance à une autre, et je ne peux pas vous dire c'est une comédie. Il y a des traits de la comédie qu'on peut retrouver dans certaines scènes, à certains moments du film, mais c'est pas du tout abouti. On pourrait avoir quelque chose d'un petit peu parodie satirique, vous voyez, et ça pourrait être très intéressant. Parodie satirique, soit du robot très sérieux, soit de notre relation à la technologie par exemple, c'est-à-dire faire passer un message, mais à travers l'aspect humoristique, mais le problème c'est que c'est pas assez abouti pour que je vous dise que c'est vraiment ça ce que vous raconte le film. Et en plus, malheureusement, si certaines scènes semblent être vraiment volontairement exagérées pour créer l'humour, il y a d'autres scènes, je ne savais pas dire si c'était nul pour être drôle ou juste nul. Vraiment des moments où la scène est pas ouf, le dialogue est pas ouf, la situation est pas ouf, quand l'esprit du spectateur ne sait pas dire si c'est vraiment de l'humour ou pas, c'est qu'il y a un problème dans l'équilibre et dans la façon dont on a écrit le truc, et c'est peut-être parce que eux-mêmes ils savaient pas s'ils voulaient faire un truc drôle ou pas. Donc au final, le principal majeur problème de ce film, c'est que ce film n'assume aucune position, n'assume aucune décision sur ce qu'il est et ce qu'il veut.
On dirait que le film il s'est écrit un petit peu tout seul. Ah là, vas-y que je te pousse. Avec des petits trucs, des petites idées, des petits flamboiements par moment. Ou alors une sorte de... encore le saladier. Ils ont pris un saladier, ils ont mis plein d'idées dedans. Ensuite, ils ont sorti, ils ont mis bout à bout pour que ça forme une histoire qui se tient relativement. Parce que, soyons honnêtes, elle se tient relativement. Il y a énormément d'incohérences. Alors, oui, le scénario est volontairement absurde et décalé, mais l'absurde ne signifie pas la totale incohérence et le YOLO absolu. Il y a quand même des scènes qui sont vraiment youhou. C'est un peu cousu de fil blanc. En soi, c'est pas un mal. Si t'avais posé une ambiance à côté, tu t'es décidé sur quelle chaise t'asseoir, que t'avais fait vraiment à fond de la comédie ou vraiment à fond de la dystopie, on aurait pu accepter que le scénario soit un petit peu facile ou un petit peu trop absurde, mais là le problème c'est que y a rien de stable dans ce film. C'est un peu absurde mais pas trop, mais ils essayent de mettre des émotions, mais en fait non, mais c'est de la dystopie, mais en fait c'est de l'humour, mais en fait non, mais en fait on veut faire de l'horreur, mais on n'est pas sûr, mais il faut pas trop que ce soit Peggy, mais en fait on communique sur TikTok. Il va falloir faire des choix dans la vie. Donc oui, il y a de la fraîcheur dans ce film. Et en soi, j'ai pas passé un très mauvais moment. Même si dans la salle par contre c'était horrible, je vous ferai un petit point à la fin après mon bilan. En regardant, en visionnant le film, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais le film est super bancal. Il assume pas d'identité propre, alors que, au vu de la fraîcheur de la thématique et de l'idée qu'il y a derrière, on aurait pu faire quelque chose de très bon si on était allé à fond dans le délire. Je vous ai parlé du film Violent Night, il y a pas longtemps. Là, c'est un film qui va à fond dans le délire. Alors oui, c'est clivant, il y a des gens qui vont probablement détester le film, mais s'il y a bien une chose qu'on pourra pas lui enlever à ce film Violent Night, c'est qu'il y va à fond, il choisit un créneau, et il paye son créneau à fond, il y va au max, il assume ses choix. Mais moi, je trouve ça hyper louable, alors que ce film-là, Megan, ne fait aucun choix, il essaye de satisfaire tout le monde, mais vous connaissez le proverbe, si tu chasses plusieurs lièvres à la fois, tu n'en attrapes aucun. Et ben là, je pense que malheureusement, ce film sera décevant pour tout le monde. Que tu y ailles pour voir de l'horreur, que tu y ailles pour voir de la comédie, que tu y ailles par curiosité même, que tu y ailles pour du scénario, que tu y ailles pour du malaisant, je pense que quelle que soit la branche que tu attrapes pour essayer de t'accrocher à ce film, il y aura forcément des scènes qui seront décevantes parce que il n'y a pas de cohérence thématique et il n'y a pas de cohérence tout court en fait. Le film est pas cohérent avec lui-même. Donc si je fais le bilan, je suis déçue. Ça c'est sûr, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas détesté le film parce que vraiment j'ai sincèrement ri dans certaines scènes. Il y a certaines scènes que j'ai trouvées sincèrement sympathiques et que je regrette vraiment de m'être fait spoil dans la bande-annonce et dans les coms TikTok. Vraiment malgré moi, parce qu'en général je traîne pas sur TikTok, c'est pas du tout un réseau social que j'utilise particulièrement, j'y vais que pour publier mes propres contenus et j'ai quand même été confrontée à ce genre de truc, donc c'est vraiment qu'il y a une communication qui a été très forte. Et cette communication qui a été très forte a réussi quand même à me spoil des passages majeurs du film. Ça, je trouve ça vraiment très dommage. Mais surtout, voilà, je regrette principalement que le film n'ait pas été pensé dans sa globalité et que le film n'ait pas été pensé comme un tout, en fait. J'ai l'impression que le film lui-même ne savait pas où il allait et ça, c'est vraiment dommage. Donc, est-ce que je vous recommande le film? En soi, j'ai pas passé un mauvais moment, mais si vous passez à côté, ce ne sera pas une grosse perte. Voilà. Avant de conclure, je vous raconte du coup les anecdotes de ça. Je vais pas m'étaler, j'en ai parlé sur Instagram et sur Twitter quand je suis sortie de la salle de toute façon. N'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs sur Insta et sur Twitter, je suis assez active. En gros, bon, il y avait énormément de bruit. La salle était vraiment pleine alors que j'y suis allée le 1er janvier à 17h. Je pensais vraiment être tranquille et pas du tout. Il y avait plein de gens sur leur téléphone. Ça, au pire, c'est complètement habituel, surtout dans les films d'horreur. Il y a des gens qui parlaient comme si c'était au café, en mode conversation, c'est-à-dire pas juste échanger un mot, t'as vu, elle a fait ça ou je sais pas quoi, mais vraiment ils avaient des conversations durant le film, mais surtout sur ma rangée il y avait un monsieur qui buvait du whisky à la bouteille, voilà, et qui poussait des hurlements. Je sais pas si c'est parce qu'il était bourré ou si c'est parce qu'il était détraqué, il poussait des comme ça sur des scènes qui étaient ni drôles ni flippantes ni rien du tout, et il buvait du whisky à la bouteille, voilà. On adore. 2023 a commencé très bien au niveau fréquentation des salles. Je ne veux pas arrêter d'aller voir des films d'horreur au cinéma, je ne veux pas. Je ne veux pas que le comportement des autres m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire, mais je vous jure que ça me démange, mais non, je continuerai à aller voir des films d'horreur au cinéma, mais il va falloir vraiment qu'il se passe quelque chose par rapport à ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le film Megan jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dès à présent à aller dans la section commentaires juste en dessous, soit pour me dire ce que vous avez aimé de la vidéo, si vous l'avez aimé ou pas d'ailleurs, et surtout pour me donner votre avis sur le film, si vous l'avez vu, ou vos attentes, ou est-ce que vous allez essayer d'aller le découvrir ou pas
au cinéma. Si vous en avez envie, vous pouvez également laisser un petit like juste en dessous, ça montre que vous avez apprécié la vidéo et surtout ça me soutient dans ce que je fais. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit, c'est juste en dessous, ça me soutient également, ça m'encourage à continuer et surtout ça vous permet, si en plus vous activez la cloche, d'être prévenu des prochaines sorties de vidéos. On fait des avis sur les films, on fait des top 10, on fait des suivis de séries épisode par épisode chaque semaine, on fait tout un tas de trucs, on fait beaucoup de choses sur cette chaîne. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023 si vous n'avez pas encore vu une autre de mes vidéos cette année. Même si on est en juin, je vous souhaite quand même une très bonne année 2023. Et je ne vous embête pas plus, je vous souhaite également une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages. Comme toujours, peut-être Megan, le film qui passe encore au cinéma. Prenez soin de vous et nous, on se dit comme toujours, à très vite. C'est l'heure du goûter, me jugez pas. Comme je me lève tôt, je déjeune très tôt, du coup j'ai faim très tôt, du coup je mange vers 11h30, du coup là j'ai la dalle. Voilà. C'est le premier avis que je filme en 2023. Ah, et je suis encore malade. Donc ça fait officiellement plus de 10 jours, mais je suis encore malade. J'en ai marre. En soi, voilà, mais j'ai toujours le nez pris, j'ai toujours les migraines et tout. Parce que c'est relou. J'ai filmé mes top 10. C'est mon premier avis de 2023. Je suis pas un peu trop pâle? Non, c'est bien. À la réalisation, nous avons Gerard Johnson. Ah non, Johnston. Film Gerard Johnston. Et on que sur le dernier film qu'avait cette... Oh, on a un ensemble de personnages qui sont très secondaires, qui gravitent. T'as fini, oui? Extrêmement compliqué. Mais comme une grosse poupée peut être un peu malaise. Personnellement, les Barbies géantes à Noël dans les rayons de supermarché, je trouve ça un peu vaguement flippant sur les bords, mais pas dans le côté valet de l'étrange de la force. En anecdotite. Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi vous avez fait ça? Genre, on dirait vraiment un FX qui s'est mal passé. Je sais pas, bref. J'hésitais à vous raconter mes histoires de salle, parce que bon, déjà ça fait répétitif par rapport au réseau, et surtout parce que je sais même pas si ça vaut le coup d'en parler. Au final... Je sais plus quoi faire par rapport à cette situation dans les salles de cinéma. Au départ, c'était que pour les films d'horreur et par exemple le jeudi ou le vendredi soir qui étaient des soirs très fréquentés et c'était 1 ou 2 personnes. Maintenant, quels que soient les horaires où tu y vas, sauf peut-être le matin, mais pour moi c'est compliqué le matin maintenant. Puis surtout, il y a beaucoup moins de séances. Avant, il y avait plein de séances le dimanche matin et là, il y en a beaucoup moins. Et ouais, maintenant, je trouve que c'est de plus en plus déjà, le téléphone en salle, c'est devenu extrêmement répandu. Les conversations en salle, c'est devenu extrêmement répandu, particulièrement sur le film d'horreur, soyons honnêtes. Mais alors surtout vraiment le vrai problématique, c'est les comportements vraiment très décadents et très à côté de la plaque qui se reproduisent, enfin je veux dire, entre les gens qui se battent, les gens qui se lèvent, les gens qui hurlent, et là le mec qui buvait de l'alcool, mais qu'est-ce qu'ils ont les gens, sérieux? Pourquoi les gens sont bizarres? J'ai peut-être la poisse, hein, parce que je suis très poisseuse comme personne, mais bon, j'étais pas sûre de vouloir vous en parler, mais bah, comme ça vous le savez, puis vous pourrez me partager vos propres anecdotes, si vous allez voir le film, vous me direz si ça s'est bien passé ou pas, essayez de me donner espoir en l'humanité s'il vous plaît. Ce soir je vais voir un autre film d'horreur au cinéma, donc je suis très contente. Le programme de l'année 2023 est vraiment super aguicheur. L'année 2022 ça allait déjà mieux après le Covid, mais c'était encore un peu bancal, il y avait encore beaucoup de changements de date, etc. Là, franchement, je trouve que 2023, ça annonce très bien. Honnêtement, je suis enthousiaste dessus, pas grand chose par rapport à la conjoncture actuelle, mais s'il y a bien un truc qui m'enthousiasme vraiment et que je trouve positif en ce début d'année, c'est les annonces cinématographiques qui nous sont faites en 2023. Je suis très ravie. Merci d'avoir suivi cette scène post-générique. Ciao.